Le casque bientôt obligatoire pour les cyclistes, c'est en tout cas la proposition d'un sénateur de l'Eure. Quelle en sera l'efficacité pour la sécurité routière? Qu'en pensent les usagers de la route? Réponse dans votre journal. On va parler politique ce soir avec notre invitée Marie-Josée Lalcy, secrétaire générale du Parti socialiste guyanais. La meneuse du parti, décriée par un groupe de militants en fin d'année dernière, sera-t-elle candidate à sa propre succession? Quels objectifs pour le PSG? Entretien à suivre. Enfin, ces images que vous avez certainement pu voir sur les réseaux sociaux ce week-end montrant une boulangerie peu scrupuleuse en matière d'hygiène. Il s'agit en fait d'une rumeur, rencontre dans les coulisses de boulangerie dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. On démarre tout de suite ce journal avec cette information. La semaine dernière, l'Assemblée nationale se penchait sur l'or de Guyane. Souvenez-vous, Chantal Berthelot avait réuni tous les acteurs concernés à Paris en présence d'autres parlementaires pour une table ronde sur le sujet. Aujourd'hui, WWF et le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minier, ont présenté des solutions pour identifier l'or grâce au mercure et grâce à une étude biologique des sols. Xavier Paul Lepelletier. 120 000 €, c'est le montant que le bureau guyanais du WWF a décidé d'investir pour notre environnement. S'inspirant d'initiatives sud-africaines et australiennes, l'ONG a choisi le BRGM afin de procéder aux toutes premières analyses de traçabilité concernant l'or guyanais. Avec des méthodes assez simples en fait, d'analyse optique, donc des observations au microscope principalement, on va pouvoir déjà, de manière assez fine, déterminer si l'or vient d'un gisement primaire ou d'un gisement alluvionnaire. On va également pouvoir déterminer si l'or a été amalgamé avec du mercure ou pas. Donc ça c'est très intéressant, notamment si on veut distinguer une origine légale ou illégale pour l'or provenant de Guyane. Si à terme un tel label va intéresser les commerçants, il s'agit surtout et pour la première fois d'établir une traçabilité depuis la mine. Ce travail montre que la traçabilité physico-chimique de l'or et ces analyses vraiment physico-chimiques apportent un tas d'informations très intéressantes qui permettent de remonter jusqu'à l'origine de l'or. Aujourd'hui, les acteurs les plus intéressés par les différentes applications envisageables, que ce soit dans le cadre d'une labellisation ou dans le cadre d'enquêtes judiciaires, ont maintenant un nouvel outil à disposition et pourront développer à relativement court terme des applications tout à fait concrètes. Au-delà, c'est une nouvelle filière qui pourrait ainsi voir le jour sur notre territoire, celle des laboratoires de l'or. Un autre élément très intéressant qu'apporte cette étude, c'est que les analyses qui donnent le plus d'informations sur l'origine de l'or ne sont pas forcément les analyses les plus coûteuses ni les plus compliquées à mener, ce qui pourrait laisser envisager que certaines de ces analyses-là soient réalisables directement en Guyane sans avoir à passer par un laboratoire situé sur le sol métropolitain. Désormais concrétisée, l'élaboration d'une cartographie précise de l'or guyanais tient désormais aux échantillons futurs que voudront bien fournir les exploitants aurifères. Dans l'actualité également, c'est une avancée provisoire obtenue par les gérants d'auto-écoles dans leur conflit avec les autorités. Depuis hier, un vigile est présent à la cité Césaire au point de départ pour l'examen de conduite pour protéger les élèves d'éventuelles agressions. Toujours dans l'attente d'un centre en bonne et due forme, les gérants d'auto-écoles s'arment de patience pour le moment. Les précisions de Joël Ibos au micro de Mia Pierre. Donc il a commencé lundi, donc lundi il était là de 7h du matin à 14h. Il est sur le lieu d'examen, donc je ne sais pas ce qui peut se passer s'il y a vraiment un problème, mais il est là déjà et ça peut quand même faire hésiter les gens qui ont de mauvaises intentions de venir perturber le lieu d'examen. Bon, disons qu'on a déjà quand même réussi à faire un petit peu bouger les gens autour de nous, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés jeudi, on a un petit peu, si vous voulez, taper du poing sur la table et on a eu le vigile lundi. Donc il y a des choses qui peuvent se faire, mais surtout il faut être pugnace derrière, être là, présent et surtout de ne rien laisser, les compromis, on en a marre, c'est justifier ce que l'on veut, il faut nous le donner. On reste dans le domaine de la sécurité routière avec cette proposition du gouvernement, le port du casque obligatoire pour les cyclistes, ces usagers les plus vulnérables de nos routes. La loi déjà en vigueur pour les cyclomoteurs est très peu respectée, mais cette proposition pour les vélos en revanche est plutôt bien accueillie. Mia Pierre. Faut-il imposer le port du casque à vélo? La question est de nouveau mise sur la table. Le sénateur Hervé Moret a déposé une proposition de loi. Ici,
Le projet de loi est plutôt bien accueilli. Si on tombe, on fait une chute, du coup, ça peut arriver que... Je trouve que c'est très important d'avoir le casque, même les genouilleurs, pour les bois, tout ça. Ouais. L'équipement, quoi. Pas uniquement le casque. Il y a les genouilleurs, tout ça, c'est important. Les gens ne sont pas tellement prudents en plus. Surtout en vélo, ils traversent sur les passages piétons sans respecter la loi de la circulation. Donc moi, je suis pour. Chacun fait ce qu'il veut après. Hein. Mais le rendre obligatoire, oui, parce que c'est à la charge de la société après. Quelqu'un reste paraplégique, quelqu'un est malade complètement, c'est à la charge de la société. Et la charge de la société, les frais sont répartis entre tous. Donc autant prévenir. La mesure consisterait à renforcer la sécurité des cyclistes. Ces utilisateurs de la route sont les plus vulnérables. En octobre dernier, le comité interministériel sur la sécurité routière proposait déjà de rendre obligatoire le port du casque pour les enfants de moins de 12 ans. En Guyane, on a relativement peu d'accidents avec des jeunes cyclistes. Mais les accidents qui surviennent malheureusement peuvent être très graves. On a des traumatologies au crâne qui sont très importantes. Donc cette mesure qui est en cours d'élaboration, qui n'est pas encore effective à 100%, ne pourra apporter qu'un plus pour ces jeunes enfants qui n'auront pas à souffrir de ces traumatismes importants. Dans ce magasin spécialisé dans la vente de vélos, les clients ne sont pas portés sur les casques. Pour ce commercial, ils ne sont pas conscients des risques encourus. Il faut savoir que les personnes ne sont pas très motivées à porter des casques, surtout en vélo. C'est pas évident. Donc, les ventes se font plutôt lorsqu'il y a des courses organisées par les clubs où ils ont l'obligation de porter des casques, sinon ils ne courent pas. Voilà. Il n'y a que dans ces moments-là qu'ils portent des casques. Et on va parler politique maintenant avec notre invitée ce soir, Marie-Josée Lalcy, secrétaire générale du Parti socialiste guyanais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on le sait, votre mandat touche bientôt à sa fin. Est-ce que vous comptez vous présenter à votre propre succession ? Je crois que 3 mandats, on pourrait dire que c'est suffisant. Et puis qu'il faut renouveler les cadres. On reste membre du parti à vie, avec le cœur, avec tout ce qu'on peut apporter, avec l'expérience. On a d'autres rôles à jouer au sein du parti et on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps à la tête. En tout cas, votre décision est prise. Ma décision est prise, mais elle a toujours été parce que je considère que 3 mandats... à la suite, c'est suffisant. On se souvient en fin d'année dernière de la grogne de quelques militants du parti qui pointaient du doigt plusieurs désaccords. Aujourd'hui, est-ce que peut-être ces raisons vous poussent à quitter votre poste ? Non, pas du tout. Moi, c'était vraiment prévu à l'avance. Et puis, on a quand même retrouvé la sérénité parce qu'au PSG, on s'est... peut-être, on va dire le mot de manière très triviale, s'engueuler, mais on sait aussi s'asseoir, se parler et retrouver cette sérénité qui nous permet d'avancer ensemble. Le parti a annoncé justement pour ce mois-ci un conseil de discipline où plusieurs camarades devaient être entendus. C'est toujours prévu ou c'est annulé ? Non, pas du tout. C'est un processus. À partir du moment où on a décidé de saisir la commission, on dépose les dossiers et les membres de la commission travaillent. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de période. Ce sont pas des commissions, on n'est pas dans un système de répression, on est plutôt dans un système d'écoute. Donc ces camarades seront convoqués, vont discuter, vont donner leurs raisons de leurs agissements et puis la commission décidera. Ça ne nous empêche pas d'avancer, ce n'est qu'un épisode au milieu de tous les autres qu'on a encore. Et est-ce que Gabriel Serville fait partie de cet épisode ? Est-ce qu'il est aussi convoqué sur la liste des personnes concernées ? Non, il n'est pas convoqué. Alors justement, parlons quand même de lui. Il a annoncé son souhait de quitter le PSG, de former son propre parti. Peut-être, c'est une idée. Est-ce que le dialogue est totalement rompu avec Gabriel Serville ou pas ? Personnellement, je ne romps pas le dialogue avec qui que ce soit. Je reste ouverte et je crois que le comité directeur aussi, nous restons ouverts. Mais à partir du moment où il y a des annonces, on est surtout dans l'attente. Aujourd'hui, on est plus observateur. Mais c'est quand même dommage. On l'a vu après les élections, les réactions ont été vives au sein du parti, notamment Katia Béchet, militante de 12 ans, qui a donné sa démission. C'est une de plus. Comment comptez-vous étoffer les rangs du parti ? Dans un parti, il faut savoir accueillir et laisser partir. Je crois que ce sont des choix. Katia Béchet est un choix peut-être pas
l'exemple à prendre, puisqu'elle était déjà partie, en fait, bien avant, en choisissant un autre candidat. Donc, c'était naturel qu'elle parte, puisqu'elle avait décidé elle-même. Et ensuite, d'autres jeunes viennent. Et j'ai toujours vu, en tout cas, pendant ces 8 ans de mandature, c'est toujours au moment où nous avions le plus de difficultés que nous avions le plus de demandes d'adhésion. Donc, je crois que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Nous avons un enthousiasme de jeunes qui ont envie de prendre leur place. Moi, je les vois à l'œuvre, je les vois travailler dans les séminaires, je les vois dans les forums de travail, notamment la section de Cayenne qui vient de se remettre en place avec des jeunes à leur bureau, une jeune femme à la tête. Je crois que ça montre l'exemple quand même que on permet à chacun de s'épanouir. Justement, vous parliez de congrès, de séminaire. Le week-end dernier, le PSG s'est réuni en séminaire pour préparer le futur congrès qui viendra dans les mois prochains, une occasion à laquelle le comité directeur et la secrétaire générale sera élu. C'est peut-être l'occasion d'un renouveau pour le parti après ces élections? Oui, du reste, le ton même du séminaire, dans des ateliers où on faisait un diagnostic, mais avec des méthodes innovantes, de marketing pratiquement moderne. On sort des sentiers battus, on va un peu comme les entreprises s'auto-analyser. Ensuite, on fait le diagnostic, mais il faut des perspectives. Deuxième atelier, perspectives. Et puis, naturellement, en faisant ces 2 ateliers, on arrive au bilan de la CTG. Et je crois que le fait d'avoir fait ces 2 premiers ateliers nous permettait de dire, mais en fait, on était probablement sur une route qui ne nous permettait pas de mieux réussir. Comment retrouver le chemin de la réussite? Et ça a été, je crois que ça a été de très bons séminaires parce qu'on a tous travaillé sur l'ensemble des sujets. Une dernière question très rapidement, Marie-Josée Lalcy, sur votre place dans ce renouveau que vous nous expliquiez au sein du PSG. Ma place, c'est celle de la militante que je suis. D'abord, permettre à chacun de s'exprimer pendant ces mois avant le congrès, gérer jusqu'au congrès, et puis faire en sorte que l'élection démocratique fasse sortir un nouveau comité directeur, avec les mêmes ou avec d'autres, peu importe, mais que l'expression démocratique s'affirme. Merci beaucoup pour cet entretien, Marie-Josée Lalcy, et pour toutes ces informations. On poursuit ce journal avec quelques chansons et même un slam comme un hymne pour crier son désespoir. Hier matin, les sapeurs-pompiers ont mené une nouvelle mobilisation en Martinique, dans les rues de Fort-de-France. Dans leur ligne de mire, toujours l'ensemble des collectivités qui doivent de l'argent aux SDIS. Après la CTM et les municipalités, c'est à la préfecture qu'ils ont porté leurs doléances. Manque de moyens humains et matériels, des défauts qui les empêchent de remplir correctement leur mission. Voilà déjà 11 jours qu'ils réclament davantage de soutien. Alvin Courcy. Déterminés, les sapeurs-pompiers ne lâcheront rien. Ils entamaient ce matin leur 11e jour de grève administrative, un mouvement largement soutenu par la population. C'est quand même inacceptable, des voitures qui n'ont pas de contrôle technique. Il faut quand même faire quelque chose pour eux. Je pense que c'est une manifestation tout à fait justifiée. D'après ce que j'ai entendu aux informations, il y a besoin de sous pour fonctionner. Et malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Donc si c'est le seul moyen pour eux de se faire entendre, eh bien qu'ils le fassent. J'ai appris sur un article que ce sont les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre qui montent jusqu'à Grand-Rivière chercher quelqu'un. Il y a un problème. Alors que vous avez 2 communes à traverser. Comment se fait-il? Dans 2 communes, il n'y a pas un véhicule de secours. C'est inadmissible. Parti de l'état-major jusqu'à la préfecture, la mobilisation n'a cette fois pas perturbé le trafic. Malgré l'aide financière de la CTM de plus de 6 millions d'euros, c'est aujourd'hui vers le préfet que les pompiers se sont tournés. La semaine dernière, on a déjà fait un début de négociation avec les maires. Il en ressort quoi? Il en ressort pour la plupart des maires qu'il y a un mépris total pour la condition humaine des sapeurs-pompiers, le manque de moyens, par conséquent, la contribution obligatoire. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'autour de la table, qui est le préfet, les maires, la CTM et les délégués syndicaux, ainsi que l'état-major du SDIS Martinique, pour qu'on puisse discuter sur le budget de ce SDIS Martinique.
Le budget de 27 millions d'euros n'est pas suffisant face à l'ensemble des charges des sapeurs-pompiers. Après 2h30 de négociations avec le préfet sur le manque de moyens matériels et humains, une table ronde devrait être organisée. Il s'engage à participer à la réunion des maires. Donc par rapport à ça, il va falloir sortir un plan de financement qui permettra aux SDIS de sortir la tête haute. Alors le plan de financement, c'est une particularité de pouvoir obliger les maires à payer ce qu'ils doivent. Donc par rapport à ça, le préfet va avoir un regard particulier et ce regard-là permettra effectivement de faire entrer les fonds nécessaires. Le préfet n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. La grève administrative continue jusqu'à l'organisation de cette table ronde. Pendant ce temps, les interventions sur le terrain sont maintenues. Restez avec nous dans quelques instants. Les fausses images chocs d'une boulangerie particulièrement insalubre et les vraies règles de sécurité respectées par la plupart des artisans. Et puis, rencontre avec une femme de poigne, une arbitre fédérale qui affirme son autorité lors des matchs de football du championnat de Guyane. Image à suivre dans quelques instants. Regardez ces images, elles ont circulé tout le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Il s'agirait de photos prises lors d'un contrôle sanitaire d'une boulangerie de Guyane. Mais rassurez-vous, il s'agit d'un fake, comme on le dit maintenant, les autorités ayant affirmé qu'aucun contrôle sanitaire n'a été effectué récemment. L'hygiène, justement, reste donc une préoccupation de premier plan pour les clients et les artisans boulangers. Luc Nervernet et Jonathan Lariot se sont rendus dans l'arrière-boutique d'un artisan. Reportage. Nous sommes dans les coulisses d'une boulangerie cayennaise qui a pignon sur rue. Ici, des centaines de baguettes et d'autres produits alimentaires sont fabriqués tous les jours, avec une préoccupation de tous les instants, l'hygiène. Donc avant de commencer quoi que ce soit, il faut se laver les mains, c'est la première règle, obligatoire d'ailleurs. En plus de l'hygiène corporelle, le contrôle de la température des chambres froides est aussi très important. Filmer les produits et ensuite à l'enfermement, donc voir que ce plan de travail est correct pour pouvoir poser nos produits planifiés. Et la dernière règle surtout, c'est avoir un magasin. C'est en respectant toutes les normes d'hygiène que nous pouvons être certifiés de boulanger ou restaurateur. Respecter les normes d'hygiène est une obligation, mais cela fait surtout partie du rapport de confiance entre l'artisan boulanger et les clients. On les mange, la nourriture, donc il faut que ce soit bon, faut que la vitre soit propre et que la nourriture elle soit bonne aussi. Les boulangers doivent répondre régulièrement aux interrogations sur la qualité du pain. Si c'est d'aujourd'hui ou si c'est d'hier, les produits. Certains livreurs livrent le pain à leur façon de tenir le pain dans ce qu'ils mettent le pain pour déposer chez les commerçants. Si devant le public ils le font comme ça, donc en cachette entre guillemets, ça doit être aussi grave. Il existe une quarantaine d'artisans boulangers en Guyane, tous inscrits à la Chambre des métiers. L'institution consulaire organise régulièrement des formations sur l'hygiène, en plus des obligations strictes pour l'exercice de la profession. Il y a des laboratoires, notamment un, voire deux laboratoires qui existent, un ici, l'autre en Martinique, qui fait des prélèvements tous les mois. Le boulanger doit attester avec des documents qu'il pratique les autocontrôles recommandés par la législation et que, dans le pire des cas, s'il ne le fait pas, il s'expose à des sanctions sérieuses. Les services vétérinaires de l'État effectuent régulièrement des contrôles. Les sanctions peuvent aller du simple rappel à la fermeture définitive de la boulangerie. On part en Guadeloupe maintenant, où la présidente du conseil départemental visitait ce matin le barrage de Gachet à Port-Louis. Il s'agit du plus grand plan d'eau douce de la Guadeloupe. Il est utilisé pour irriguer et alimenter le Nord Grande Terre. Pour protéger cette ressource, des travaux d'aménagement ont été entamés depuis le début du mois. Reportage Isabelle Hameau. 2 500 000 m3 de stockage, 100 hectares de superficie, bienvenue au barrage de Gachette. Donc le barrage a fait l'objet d'une campagne de rénovation en 2011-2012, donc il n'y a pas très longtemps, donc où on a renouvelé donc complètement le complexe d'étanchéité, on a remis à niveau l'ensemble des équipements, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a un site qui est voilà, correctement, donc on va dire qui est sécurisé, qui est bien entretenu et qui fonctionne correctement. Cette retenue d'eau assure essentiellement l'irrigation et l'alimentation en eau du Nord Grande Terre.
Et je crois que c'était important pour moi de venir sur place et de me rendre compte de ce qui s'est fait avant, de ce qui reste à faire pour permettre à la Guadeloupe de ne plus souffrir, surtout les agriculteurs. Et puis nous savons aussi que nous avons un certain nombre de barrages qui sont interconnectés. Donc là aussi c'est rassurant et on peut se dire que nous aurons certainement quelques difficultés si le carême dure trop longtemps. Et depuis plusieurs années, le barrage offre de nouvelles perspectives. Reconnu zone naturelle d'intérêt faunique et floristique en 2013, le site abrite des espèces végétales remarquables. Nous avons un plan d'eau exceptionnel, le plus grand d'eau douce de Guadeloupe, mais qui connaît une évaporation importante. Donc l'idée c'est de reboiser les alentours du chantier à des fins donc forcément utilitaires, mais l'idée c'est d'utiliser ce site de façon à valoriser un peu ses atouts culturels, paysagers et également de point de vue patrimonial. Pour valoriser le site, un chantier d'insertion a ouvert ses portes. Une dizaine de stagiaires vont pendant 24 mois participer aux travaux. Objectif, créer un espace d'accueil et de découverte. Donc auparavant, on a des arbres à planter pour protéger le barrage contre l'évaporation d'eau. Donc c'est prévu 5000 plants à planter. Vu que je suis dans la nature et j'ai fait pas mal de travail à propos des arbres, à propos de l'espace vert, donc ça me plaît beaucoup. En résumé, 223 hectares de ressources en eau et de biodiversité qui devraient contribuer à dynamiser le territoire nord-grande-terre. Je vous propose maintenant de partir à la découverte d'une femme jock du football guyanais. Il s'agit de Séverine Crépeau. Elle est arbitre fédérale, originaire de la région Atlantique, et elle a rejoint depuis peu le championnat de Guyane. Voici son portrait signé Michel Troissan et Stéphane Govindin. Séverine Crépeau fait partie des femmes qui n'ont pas de difficulté à évoluer parmi les hommes. Arbitre fédérale depuis juillet 2015, elle officie dans le championnat guyanais. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de femmes dans l'arbitrage et je ne peux que encourager toutes les femmes de Guyane à aujourd'hui prendre le sifflet ou à devenir dirigeantes ou éducatrices. Je ne peux que les encourager parce qu'en fait c'est une belle expérience. En Ligue de Guyane, j'étais vraiment réellement bien acceptée et tous les joueurs, que ce soit les joueurs, que ce soit la commission régionale des arbitres, que ce soit les arbitres, tout le monde m'a réellement bien acceptée ici et j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir un traitement, je ne sais pas s'il est de faveur, mais j'ai de la chance d'être vraiment bien acceptée. Il y a quand même une considération sur la femme. Avant tout, je pense qu'ils considèrent la femme et ils me respectent sur le terrain. Mais je pense que si je n'avais pas fait mes preuves en arrivant, je pense qu'ils m'auraient autant critiqué que les hommes. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire mes preuves. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait ma petite place en Ligue de Guyane. Maintenant, ils me respectent et j'ai cette chance et j'espère que ça continuera tout au long de ma saison ici en Guyane. Pour celles qui se sentent d'arbitrer comme les hommes, Séverine Crépeau, à sa manière, ouvre les portes. Alors mesdames, à vos sifflets. Autre femme jock du pays qui œuvre cette fois-ci dans le domaine artistique. Saïna Manot, chanteuse, compositrice et étudiante en musicologie à Paris. Elle remporte un franc succès sur Internet avec des vidéos qui recueillent parfois plus de 300 000 vues. Elle s'adonne donc à sa passion avec son compagnon. Vous allez le voir avec son portrait signé Luc Névernet et Jonathan Lariot. Saïna Manot, chanteuse, compositrice, professeure de musique, et à 24 ans, c'est l'une des révélations de la chanson française sur Internet. À chaque vidéo, un grand succès, plusieurs centaines de milliers de vues. Ces vidéos, elle les enregistre depuis son studio, installé à son domicile à Paris, où elle réside depuis 7 ans. Bonjour la Guyane, bonjour ATV. Bonjour la Guyane. Je suis née à Cayenne, ensuite j'ai grandi un peu à Mana, mon père étant originaire de Mana. Puis ma famille s'est installée à Saint-Laurent-du-Maroni, donc où j'ai grandi, où j'ai vécu une grande partie de ma vie. J'étais inscrite à l'école d'orgue avec le père Pluc, donc j'ai appris la musique là-bas, j'ai fait de l'orgue. J'ai appris aussi la danse et un peu le clavier à l'école municipale de musique de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis arrivé en terminale, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire, Saïna? Maths, espagnol, anglais, je sais pas. Et puis je me suis dit, bah musique, et je me suis inscrite à la fac de musicologie et au conservatoire. À Paris, Saïna a également rencontré Maxime, son compagnon. Ils passent leur soirée
à enregistrer des titres de leur propre composition ou des reprises. On s'entend assez bien, donc après musicalement ça va tout seul. Et puis ça nous permet aussi surtout de travailler tout le temps. On travaille tout le temps. Dès qu'on veut, le matin au réveil, on en discute tout le temps. Voilà. On a notre petit studio d'enregistrement qui est dans la chambre, donc ça va vite pour avancer, c'est plutôt pratique. Ben, un jeune guitariste de talent, les accompagne aussi régulièrement. Le succès du trio promet un grand avenir et la Guyanaise a déjà prévenu de revenir au pays. Alors moi je viens en avril, fin avril je serai là pour faire la promo d'une nouvelle chanson. Une chanson qui parle des violences qu'on a en ce moment en Guyane et avec Maxime on viendra cet été. En attendant, ses fans pourront continuer à apprécier sa voix d'or sur Internet, où elle poste régulièrement ses vidéos. Et c'est sur ces quelques notes que se referme votre page d'information locale. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.